Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue autour de cette table ronde, donc Yogitech, les femmes et les filles sont l'avenir de la tech. Donc c'est une table ronde organisée par le collectif Yogitech et par Chute Magazine. Ce titre, les femmes et les filles sont l'avenir de la tech, eh bien, je peux vous dire tout de suite qu'il fait beaucoup écho à notre numéro 1 chez Chute Magazine qui s'appelle La femme et l'avenir de la tech. Et ce qui est très, très sympa aujourd'hui, c'est que cette formule, eh bien, elle évolue, elle grandit, elle se conjugue même au pluriel. Peut-être à mesure aussi que le combat pour plus de parité, de diversité dans la tech grandit lui aussi. Ce qui est assez sympa aussi avec cette affirmation, c'est justement une affirmation optimiste et qui fait peut-être fi des chiffres qu'on peut avoir parfois un peu moroses dans la tech. Et elle a quelque chose peut-être même de performatif, ce langage qui devient action. Et ça tombe bien, parce que l'action, je crois que c'est un petit peu votre credo chez Yogitech. Alors, Yogitech, donc, c'est Women and Girls in Tech. Et c'est en fait un collectif qui est né de la rencontre de plusieurs associations, d'entreprises, qui ont décidé de se fédérer pour agir, qui ont décidé d'être plus fortes ensemble. Et c'est aussi une dimension très particulière chez Yogitech, c'est l'intergénérationnel. C'est un angle fort, c'est un dialogue entre les générations, entre les parents et leurs enfants, les mères et les filles. Et c'est donc de tout cela dont on va parler aujourd'hui. Donc on accueille aujourd'hui, eh bien, je vais commencer dans l'ordre, Dorothée Roch, qui est cofondatrice et directrice générale de Bicomtech. Bonjour Dorothée. Sandrine Delage, qui est Head of Changemaker and Prospective chez BNP Paribas. Bonjour Sandrine. Bonjour. On a également Frédéric Bardot, président et cofondateur de Samplon.co. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Solène Beauquillon-Logoisiou, qui est la secrétaire générale donc, des Digital Ladies Analyze et également cofondatrice de la start-up SoftKids. Bonjour Solène. Alors, sans plus attendre, eh bien, est-ce qu'on pourrait peut-être dans un premier temps essayer de comprendre pourquoi justement c'est intéressant de créer ce dialogue entre les générations, entre les mères et les filles. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle-là avec Yogitech, pardon. Je commence avec toi, Sandrine. Voilà, tu commences avec moi parce qu'en fait tout commence avec une expérience professionnelle parce qu'il y a à peu près, personnelle, il y a 10 ans j'ai une fille qui est adolescente qui ne va plus à l'école parce qu'elle est sur les réseaux sociaux tout le temps et moi, maman, je ne comprends absolument pas pourquoi elle aime le digital d'une certaine façon, pourquoi elle est sur les réseaux sociaux et moi il faut savoir que j'ai juste une culture d'informaticienne. Donc informaticienne, c'est on numérise des papiers, des process, et je ne comprenais pas du tout ce monde en fait. C'est pas parce qu'on est informaticien au départ qu'on comprend ce qu'est le digital. Et la guerre de tranchées, vraiment, vraiment a conduit à un moment donné à se dire mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là en fait, une fois qu'on commence la relation, en fait, je me suis rendu compte qu'elle aimait les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elle était avec sa tribu, en fait. Le web 2.0 a permis d'uploader sa photo, de mettre un commentaire, d'être acteur. Et les réseaux sociaux, c'était ma tribu toujours avec moi. Donc déjà, j'ai découvert la notion de communauté, j'ai découvert la notion de conversation. Et du coup, j'ai carrément changé de job. Puisque du coup, je suis passée d'informaticienne à être responsable d'acculturation digitale au sein de BNP Paribas. Ma fille s'est rendue compte qu'elle avait des compétences professionnelles. Donc ça, pour elle, savoir, même pour elle, tout est simple. Tout est simple, elle est sur TikTok, etc. Tout est simple. Et cette simplicité-là, que je ne comprenais pas, en fait, elle en a fait son métier. Et du coup, on a créé un blog toutes les deux qui s'appelle Mère et Fille 2.0, il y a plusieurs années, pour croiser ces deux regards. Et ensuite, ça a été le point de départ d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des femmes aujourd'hui, tout de suite, maintenant, donc les femmes de ma génération. On a besoin des jeunes filles et qu'elles s'orientent pour que dans 5 ans ou 10 ans, on les accueille dans les entreprises. Et donc, on a besoin de cette magie mutuelle parce que si on prend chacune de ces générations, elles sont chacune avec leurs peurs, leur méconnaissance, en fait. Et donc, il faut croiser ces deux regards. Et aussi, pourquoi? Parce que, mesdames, nous sommes les premières recommandations, nous donnons les recommandations à nos filles sur leur orientation professionnelle. Et on voit bien que 43% des jeunes filles qui sont dans le numérique aujourd'hui ont été découragées d'y aller. Et seulement 31% de jeunes filles sont soutenues dans une orientation vers le numérique contre 61% des garçons.
Et donc on a besoin en fait d'être ensemble pour craquer nos problématiques chacune et en fait s'entraider pour y arriver. Et donc c'était le point de départ de Women Girls in Tech, voilà, sur ce fil-là. Et je te laisse continuer l'histoire. Oui. Alors, peut-être, Dorothée, l'angle, c'est les parents, et puis c'est aussi les jeunes filles qui travaillent dans la tech et qui peuvent peut-être faire connaître un petit peu ce qu'elles font, devenir ambassadrices, comme ça se passe pour toi avec Bicomtech. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis la directrice de Bicomtech, qui est une association qui sensibilise, initie et accompagne des filles à partir de 14 ans dans leur exploration, leur acquisition de compétences, leur découverte du numérique et des métiers du numérique. Et quand on s'est rencontrés avec Sandrine, on était dans le cadre d'échanges avec le Women's Forum, et moi je portais justement cette ambition de créer de l'espace pour que les filles elles-mêmes puissent prendre leur place dans ce combat qui est le fait d'œuvrer pour plus de mixité dans l'informatique et le numérique. Et du coup, quand on s'est rencontré avec Sandrine, il y a eu beaucoup d'espace en fait, parce que Woogitech, c'est effectivement un espace pour tous les âges. Ce ne sont pas des adultes qui disent à des jeunes ce qu'ils devraient faire. Et donc, ça m'a paru extrêmement compatible avec le projet de la communauté des ambassadrices de Bicomtech, qui ont aujourd'hui entre 14 et 24 ans, qui sont plus de 300 filles et femmes engagées pour cette mixité. Et donc, voilà, on a décidé de s'associer. Exactement, ces ambassadrices. Ces ambassadrices, elles font des choses de différents ordres. D'abord, elles continuent à s'initier, à se former, donc à se développer en lien avec leurs compétences digitales, mais aussi leur compréhension de la société transformée par le numérique, avec la découverte du monde professionnel. Elles ont aussi un rôle d'ambassadrice à proprement parler, parce qu'elles vont sensibiliser d'autres filles, donc dans des collèges, dans des lycées, mais aussi des adultes, le grand public. Et puis elles vont... Dans quel cadre elles vont, parce qu'elles vont dans des lycées, les collèges. Ouais, elles vont dans des lycées et des collèges, mais elles vont aussi dans des événements. Par exemple, là, aujourd'hui, on est vendredi, c'était un peu compliqué d'avoir une ambassadrice, mais ça pourrait être une ambassadrice qui parle à ma place. Donc, si tu veux, elles sont des porte-parole, en fait, et elles incarnent aussi le fait que les filles peuvent aller dans cette voie-là. Et puis, elles sont aussi une communauté d'entraide, parce que, on le sait, les filles et les femmes sont minoritaires dans cet environnement. Elles font face à des freins, à des discriminations. Elles ont des difficultés spécifiques qui leur sont opposées dans leurs ambitions. Et donc, c'est un lieu d'entraide, de soutien, de partage d'opportunités. C'est un premier réseau professionnel et de partage d'informations. Et je crois qu'il est beaucoup question d'orientation pendant cette semaine ici à 42, et donc là aussi elles ont beaucoup de choses à partager pour se conseiller et transformer l'information en stratégie d'orientation en fait. Frédéric, alors l'angle c'est les jeunes filles, mais c'est aussi les parents. Alors donc toi tu as créé Saint-Pont.co, donc il y a déjà plusieurs programmes qui existent pour les femmes dans la tech, tu peux peut-être nous en parler, puis aussi un programme spécifique pour les parents, Intrépide. C'est ça ? Les Intrépides de la tech. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc Saint-Pont, effectivement, on a d'emblée, quand on s'est créé en 2013, on s'est dit il faut qu'on ait la parité et qu'on ait autant de femmes dans nos formations que d'hommes. On n'y arrive pas. Aujourd'hui, j'ai demandé à l'équipe de me passer les derniers chiffres de 31 décembre, donc ça fait depuis 2013. On a formé 20 000 personnes et on est à 42%, petit clin d'œil à 42 en plus, 42% de femmes. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas, même quand on met des moyens financiers, quand toute l'entreprise est dirigée pour avoir la parité, on arrive en sortant les rames et avec des trésors d'énergie et de budget, parce que c'est un gros programme chez nous, à 42%, ce qui est énorme. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc il y a des femmes chez nous de manière massive dans toutes les promotions. Et c'est pas le fruit du hasard, parce qu'on intervient en milieu scolaire, on forme nos formateurs, on forme les entreprises qui embauchent les femmes. Et on a effectivement une opération à plusieurs, une coalition, parce que vous avez compris qu'ici, on aime bien les coalitions et qu'on n'aime pas agir tout seul, qui s'appelle les Intrépides de la tech, et qui, effectivement, essaye d'agir sur les parents, les profs, et les jeunes filles aussi au collège-lycée. Donc voilà, pour éviter ce que tu décrivais, c'est-à-dire la déprescription,
C'est-à-dire, tu veux faire de l'informatique ? Oh bah non, c'est pas un truc pour toi, etc. Donc ça peut être vrai d'un conseiller Pôle emploi, ça peut être vrai d'un parent, ça peut être vrai d'un collègue, d'un ami. Donc il faut agir sur toute cette chaîne-là pour que ce que nous, on arrive à faire avec beaucoup d'énergie à 42%, ce soit la norme pour tout le monde. Et Simplon est présent dans 24 pays. Et en fait, tout ce dont on est en train de se parler, c'est très culturel. Tu vas dans d'autres pays, tu vas au Maroc, tu vas en Inde, en fait, les chiffres sont quasiment inversés. Donc c'est bien que c'est une question de culture et une question de stéréotype, et donc une question de volonté. Il faut adresser vraiment le message à tous les publics et pas seulement aux jeunes filles. Solène, toi tu es donc la secrétaire générale des Digital Ladies Analyze. Qu'est-ce que ça te évoque justement, cette rencontre des publics, des femmes et des filles ? Est-ce que c'est une façon d'accélérer les choses, de les faire se rencontrer pour que ça avance plus vite ? C'est quelque chose de nécessaire, ça c'est sûr, puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de biais inconscients, de stéréotypes partout dans la société, et que donc il faut avoir ce type d'événement pour casser tous ces stéréotypes et ces biais inconscients. Sandrine prend souvent l'exemple de la Game Boy. Si elle s'était appelée la Game Girl, peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus de filles qui font de la tech. Mais nous, c'est vrai que chez les Digital Ladies Analyze, donc on est un collectif qui fait, et on a 300 adhérents, et on leur demande, c'est dans notre ADN, de faire des choses au quotidien dans leurs entreprises ou alors avec leur famille, pour pouvoir démocratiser les enjeux du numérique au sein du grand public, parce qu'en fait on se rend compte, nous pour travailler sur ces sujets-là depuis à peu près 6 ans, voire même peut-être plus, en fait on est très vite dans l'entre-soi. Donc c'est vrai que par exemple les filles qui ont des parents qui sont dans les sciences ou dans la tech vont aller à ce type d'événement, mais nous en fait on a besoin d'aller vers le cercle 2, 3, le grand public, et c'est en ayant un maximum d'événements et de rencontres qui permettent de voir qu'il y a des personnes qui s'engagent dans la tech, que c'est accessible à tout le monde, de mettre en avant des rôles modèles, qu'on arrivera à faire un peu changer l'état d'esprit. Casser les entre-soi. Ouais. Alors, les Digital Ladies Analyze se définissent comme un do tank. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un do tank ? Qu'est-ce que vous faites en fait, un do tank, c'est pas je vais dans une association, je paye ma cotisation et je dis que j'y suis, et puis c'est cool. Et je peux le rajouter sur mon CV. Il y en a qui le font des fois. Non, en fait, c'est vraiment, on fait, donc comme je le disais, donc par exemple, moi j'ai rencontré Sandrine sur Twitter. Au départ, les Digital Ladies Analyze, c'est des femmes qui se rencontrent sur ce réseau social Twitter en 2016-2017 et qui ont des sujets communs sur le digital et qui se tweetent et se retweetent, etc. Et de là, on s'est rencontrés en vrai lors d'une journée de la femme digitale, je sais pas, une petite trentaine, et on a décidé de mettre en lumière toutes les femmes de la tech sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que grâce à nos 300 membres, on a une force de frappe d'à peu près 300 000 followers sur Twitter, ce qui nous permet de mettre en avant ce type d'événements ou d'autres, et en fait, et de mettre en avant aussi les femmes de la tech via les réseaux sociaux. Parce que c'est beaucoup plus simple de toucher via Instagram, via Twitter, via LinkedIn un maximum de personnes. On se pose la question, par exemple, d'aller sur TikTok aussi, de trouver des influenceuses dans les jeux vidéo pour essayer aussi d'avoir un maximum de filles qui découvrent en fait ces métiers-là. Et donc voilà, le do tank, c'est il faut faire. C'est-à-dire on ne vient pas chez les DLA juste pour dire je suis chez les DLA, il faut prouver qu'on fait des actions. Donc par exemple, Sandrine, elle est membre des DLA, elle a fait des actions au sein de son entreprise, et on a plein d'exemples de membres. Par exemple, on a des membres qui ont fait un week-end Girls in Tech à Marseille il y a 3 semaines. Enfin voilà, ils font des choses. Justement, quand on parle de faire, quels sont pour toi les principaux axes pour faire bouger avec justement les DLA? Est-ce que c'est l'emploi, la formation?
C'est tout. C'est tout ça. Nous, on a 4 axes. Donc, l'axe numéro 1, c'est l'éducation. Donc, c'est essayer de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, les conseillers d'orientation, pour essayer aussi de leur enlever ces barrières. Parce qu'on a encore des témoignages où on nous dit « Ah bah non, mais ma conseillère d'orientation, elle m'a dit que la tech, c'était pas pour les filles et qu'il fallait mieux pas que j'y aille. » Donc, en fait, il y a un gros travail là-dessus à faire. Donc, sur l'éducation et sur les parcours scolaires et l'orientation. Ensuite, le deuxième axe, c'est la formation. Et nous, on parle vraiment de formation de 7 à 77 ans. Donc, on peut se reconvertir dans la tech à 50 ans. Il n'y a pas de problème. On avait discuté il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui avait 50 ans et qui s'était reconverti dans la cybersécurité. Donc, c'est possible. Moi-même, je suis une ancienne DRH et j'ai créé une application. Donc, voilà, c'est tout à fait possible. Et le troisième axe, c'est la visibilité des femmes, donc les mettre en avant. Donc, en fait, dès qu'on voit dans une conférence tech, il y a que des hommes, on dit nous, on a plein de personnes pour vous. Et vous savez, oui, ça arrive encore. Et on peut vous trouver une spécialiste en data science. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire en formation, éducation, visibilité et avoir aussi des rôles modèles, du mentoring. Et avoir ce type de programme permet aussi de tester un peu, parce que c'est vrai que la tech peut faire peur, et donc de pouvoir échanger avec des personnes, de pouvoir les aider à découvrir un peu ce que c'est le métier vraiment. Parce que encore ce matin, on me disait ouais, moi je suis gestionnaire de paye, j'aimerais peut-être faire de la tech, mais je suis pas sûre que ça va me plaire. Et en faisant ce type d'événement où on va, je sais pas, avoir une après-midi où on va coder. Déjà, je pense qu'en 2 heures, on peut se dire oui, est-ce que ça va me plaire ou est-ce que ça va pas me plaire. Donc, il faut démystifier un petit peu tout ça. Il faut démystifier les choses. Et puis aller à la rencontre des publics. Et je crois que c'est aussi ce que vous faites avec Vivatech. L'idée de Vivatech, alors l'année dernière et puis à nouveau cette année, peut-être que tu peux nous en parler. C'est faire en sorte de réunir un certain nombre d'acteurs, comme tu disais, coalition. Voilà, vous réunissez des gens et puis vous rendez visibles les invisibles. C'est quoi exactement l'idée avec Oui, c'est ça. Pour faire du plaidoyer ou du lobbying, ça dépend comment on prend le truc dans le monde de la tech. Le salon de l'agriculture de la tech, c'est Vivatech. Donc c'est le grand moment de l'année où il y a tout le monde et où il y a tous les projecteurs sont sur le monde de la tech. Donc parfois, les projecteurs, c'est plutôt sur les licornes, sur les startups, sur des choses comme ça. Nous, on a décidé en 2021, sur la base de l'expérience de ce qu'on faisait déjà ensemble, d'ailleurs tous nos 4 structures, c'est les cofondateurs de Wigitech, de dire à Vivatech, on va y aller et on va parler d'intergénérationnel, de tech, d'éducation, de rôle modèle, de formation gratuite pour les filles, d'ateliers, de pratiques. C'est ça. Et on va faire ça avec Vivatech. C'est pas du tout, même si on les a un petit peu hackés parce qu'on avait un petit espace un peu, on va dire, d'autonomie. Je crois que ça a été un des hashtags Wigitech les plus tweetés autour de Vivatech l'année dernière. Et donc avec leur assentiment, on a créé des espaces pour faire plein d'événements. On a invité des jeunes filles, il y a eu des escape games, il y a eu des intervenants. Les chiffres sont complètement incroyables. Il y a eu 197 interventions, donc des femmes qui racontent mon métier de développeur chez Ubisoft, mon métier de chef de projet digital chez L'Oréal Tech, etc. Donc c'était super inspirant, mais on l'avait fait un peu à l'arrache, si on dit la vérité, et puis sans moyens plus que ça, quoi. Et donc là, on s'y prend bien en avance, on a bien fait des réunions, et c'est en train de monter en puissance, et je pense que cette année, Vivatech, je ne pense qu'on va parler que de femmes à Vivatech. En tout cas, c'est notre objectif. On va pas être dans le top 10, on va être le numéro 1. On va être numéro 1, donc on veut faire venir 3000 collégiennes ou lycéennes, la journée du samedi, le vendredi, faire des job dating avec des entreprises qui sont mobilisées pour les femmes, parce qu'il y a des entreprises qui sont women friendly, d'autres qui le sont moins, donc on va pas balancer, bien sûr, on va plutôt balancer celles qui sont women friendly et on va leur dire voilà des entreprises, voilà des offres d'emploi, les filles vous êtes les bienvenues. Et petit clin d'œil, parce que l'association dont parle Solène, c'est Digital Ladies Analyze, donc ils ont des alliés, les Digital Ladies, elles ont des alliés, des gens comme moi par exemple, des hommes. Donc la mixité dans la tech, ça se joue aussi avec les hommes, donc il y a l'intergénérationnel, mais il y a aussi la mixité. Les hommes font progresser ces sujets-là. Donc moi, je suis un allié. Voilà, on a 30% d'alliés. C'est ce qui est énorme. Voilà, ça change les proportions pour une fois.
Et donc, ouais, franchement, à Vivatech, intéressez-vous, suivez le hashtag Woogietech, allez sur le site. Mais je pense qu'il va se passer des choses en juin de ce point de vue-là. Découvrir. Alors, tu parlais d'entreprises partenaires, justement. Et toi, Sandrine, avec la BNP Paribas, vous participez aussi à cet événement Vivatech. C'est une entreprise qui s'engage, BNP Paribas ? Ben oui, parce qu'en tant que collaboratrice, alors vous avez deux moyens d'agir. D'abord, votre cuisine, je veux dire. La première chose, c'est, par exemple, tu parlais du compte Twitter. Moi, c'est ma fille qui m'a aidée à écrire mon premier post, parce que franchement, c'était comme sauter à l'élastique. Donc déjà, la première technique, c'est ces échanges-là. Et à chaque fois, c'est tout simple. On prend un thé à 17h et je lui dis, tu peux m'expliquer Metaverse, tu peux m'expliquer TikTok, tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi une story, enfin des choses très... C'est quoi un hashtag ? Je me souviens d'un déjeuner, c'est quoi un hashtag ? Donc en fait, toutes les bases... et moi, je vais quand même apporter des choses, je veux quand même le dire, parce que en fait, à l'époque, elle ne se rendait pas compte que ce qui était... quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et ça, maintenant, on le sait, mais il y a quelques années, elle ne le savait pas. C'est-à-dire que quand elle utilise ces plateformes qui sont gratuites, en fait, on utilise ses données. Donc, où vont tes données ? Comment tu peux fiabiliser une news, par exemple ? Qu'est-ce qui se passe quand on clique sur un site ? En fait, des choses un petit peu plus structurantes sur la suite et l'impact de ce qu'elle faisait, elle n'en avait aucune idée. En fait, elle ne se posait même pas la question. Donc, quand vous avez, je parle celles qui sont en entreprise, vous avez en fait des questions, des mécanismes, et on peut poser des choses comme ça de manière très concrète. Donc ça, c'est votre cuisine. Après, il y a tout ce qui est YouTube. Enfin, moi, je recommande à chaque fois, c'est que YouTube, ça explique les métiers. Parce qu'en vrai, les métiers, on ne comprend rien sur les métiers. Soyons clairs, les métiers sont tous en anglais. Ils sont hyper spécialisés. Moi qui ai fait de l'informatique, je ne comprends rien. Donc heureusement que bon voilà. Alors ça nous vient des États-Unis. Alors on a des super métiers, créatifs, technologistes, growth hacker, DevOps, etc. Mais c'est bien de rentrer avec des personnes qui expliquent qu'est-ce que je fais concrètement, quoi. Le matin, je me lève et je fais quoi ? Ce sont quand même tous des métiers passionnants, créatifs, innovants. Et quand on commence par un métier, il y en a 50 ou 80 derrière. En fait, vous commencez à faire la première marche. Et après, vous savez que vous n'allez jamais arrêter. Donc, on en reparlera peut-être, mais voilà. Et après, l'autre levier en tant que collaboratrice, c'est de me dire, oui, je suis engagée à titre personnel, mais moi, toute seule, enfin, qu'est-ce que je peux faire ? Par contre, j'ai une entreprise qui fait 180 000 personnes. Donc, comment je peux hacker mon entreprise ? Et en fait, c'était tout simplement, toujours pareil, un événement. Moi, j'adore les événements. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des événements. On fait venir des collaboratrices avec leurs filles, leurs nièces, etc. On a commencé comme ça chez BNP Paribas. Mais on a pu faire ça parce que j'ai invité 2-3 personnes clés de mon entreprise aux événements Digital Ladies and Allies. Des personnes que je ne connaissais pas. Je veux dire, la responsable de la diversité groupe venait d'arriver. Je ne la connaissais pas et je lui dis, il y a un truc super sur les femmes et la tech, tu ne veux pas m'accompagner ? Elle est venue et en fait, on a créé un groupe de travail en interne de l'entreprise pour créer ces premiers événements. Et ensuite, on ne s'est plus jamais arrêté. Et l'idée, c'est d'avoir... en fait, personne ne connaît vraiment le sujet. En fait, il faut vraiment parler. Je ne sais pas vous-même si on en parlait autour de vous, si c'est des choses... Le sujet des femmes et de la tech, il y a si peu de femmes dans la tech. Pourquoi c'est si important pour aujourd'hui et pour demain ? Parce que quand même, ça design... ça crée les hommes aujourd'hui. La vie digitale, c'est notre vie digitale, c'est notre smartphone avec toutes les applications. Pourquoi les applications sont créées uniquement par 85% d'hommes ? Et on sait bien qu'il manque énormément d'applications dédiées aux femmes sur les problématiques du quotidien. Voilà. Et ça crée même des choses assez incroyables. Il y a un avion qui a failli cracher parce qu'il y avait eu un bug par un développeur homme et qui avait pensé que, en fait, il s'était trompé, que toutes les femmes, en fait, elles étaient identifiées comme des enfants. Donc le poids total de l'avion ne correspondait pas au kérosène qui a été du coup chargé dans l'avion. Parce qu'il n'y a personne, comme c'est des équipes de développeurs, il n'y a personne qui se dit non mais une femme c'est pas un enfant ou des choses très anecdotiques comme une personne qui est asiatique essaye de uploader sa photo et on va lui dire non mais ouvrez les yeux, le système ne peut pas uploader la photo, vous avez les yeux fermés. Je veux dire, la personne n'a pas les yeux fermés, elle a les yeux bridés. Donc si on n'a pas de diversité dans les équipes de développement, si on n'y est pas, ça va faire comme la vie physique. La vie digitale, elle va être designée, elle va être créée par des hommes dont on n'aura pas la maîtrise. Donc il faut absolument qu'on y soit.
Et je pense que quand on l'explique simplement aux personnes qui sont au recrutement, qui sont à la communication, qui sont dans les secteurs IT, ils comprennent. Mais il faut arriver à cette prise de conscience-là et il faut aller aux événements. Il faut embarquer des gens avec vous. Donc la prochaine fois, venez avec 2 autres personnes, des gens autour de vous pour les embarquer. Alors Dorothée, on peut aussi effectivement avoir un vrai levier d'action avec la formation. Est-ce qu'on peut revenir sur le programme, par exemple, Jump in Tech et la façon dont il s'inscrit peut-être Oui, alors effectivement, nous, donc on est une association qui intervient auprès des filles à partir de la classe de 3e, parce que dans le système scolaire français, c'est à partir de cette classe-là, globalement, qu'on travaille en classe l'orientation. Et ce qu'on fait, c'est évidemment une première étape de sensibilisation où on parle des enjeux d'égalité, de mixité des métiers, de la sous-représentation des filles et des femmes dans les métiers scientifiques et techniques et dans le numérique. Et ensuite, on leur propose de participer à Jump in Tech, un été digital. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que sensibiliser, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Si on veut véritablement permettre à des filles qui n'ont pas en tête le numérique comme choix d'orientation de se projeter, il faut aller plus loin que la sensibilisation et il faut qu'elles mettent les mains dans le cambouis. Et donc on leur offre la possibilité pendant 4 semaines, gratuitement, donc du lundi au vendredi, d'expérimenter avec des pédagogies actives le fait qu'elles sont capables de créer des projets qui leur ressemblent. Et elles sont par groupe de 15, elles sont accompagnées par 2 formateurs et formatrices par groupe, ce qui leur permet vraiment d'avancer à leur rythme. C'est vraiment sur mesure. Et donc du coup, on n'a aucun critère de sélection. Donc toutes les adolescentes sont les bienvenues, quel que soit leur niveau scolaire, quelle que soit aussi leur motivation. C'est extrêmement inclusif parce qu'il y a des filles qui viennent parce que elles ont entendu parler du fait qu'on allait parler métier, qu'elles allaient rencontrer des entreprises et c'est ça qui leur parle. Et il y en a d'autres qui viennent parce qu'elles se disent « Ah mais moi j'y comprends rien, le numérique, l'informatique, je sens bien qu'il faut que j'ai quelques compétences pour mon avenir mais je me sens complètement larguée » et elles sont également les bienvenues. Et donc ce programme de 4 semaines, il a pour objectif de leur faire acquérir des compétences numériques, mais il a aussi d'autres effets. On a fait une étude d'impact justement sur quels sont les effets de nos programmes et qu'est-ce qui produit quoi auprès des filles qu'on accompagne. Donc on a tout un travail sur la déconstruction des représentations et sur la place des femmes dans l'informatique et le numérique. On travaille justement sur les stéréotypes. On a tout un travail sur la prise de parole et la confiance en soi également. On a donc bien évidemment cette ouverture du champ des possibles et des horizons, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, le numérique, c'est évidemment un champ d'orientation, un horizon professionnel, mais c'est aussi un outil pédagogique qui, en tant que tel, c'est vraiment un outil d'émancipation. C'est-à-dire qu'une fille qui découvre qu'elle peut faire des choses avec le numérique qu'elle n'aurait pas imaginé pouvoir faire, par extension, elle se dit, mais attends, en fait, il y a plein d'autres domaines que peut-être je me suis interdit ou j'ai pas pensé, je connaissais pas, qui s'ouvrent à moi. Et donc c'est vraiment cette ouverture du champ des possibles sur lesquels on travaille. Elle a un outil entre les mains d'un coup qui lui permet de changer, de changer le monde à sa façon, quoi. Voilà, de voir plus loin, plus grand, ailleurs, comme elle le souhaite. Et donc c'est vraiment ça qu'on fait, et on forme à travers ce programme Jump in Tech plus de 100 filles par an aujourd'hui, en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Pays de la Loire. Et ensuite, elles rejoignent cette communauté dont on parlait tout à l'heure d'ambassadrices qui souhaitent à leur tour s'engager pour la mixité dans la tech. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces métiers-là, en fait, ils sont quelque part méconnus encore, qu'on a besoin de les découvrir. Ils ont même pas mal de clichés. Alors, on s'est amusé à imaginer tous les clichés qui pouvaient nous venir à l'esprit. Frédéric, est-ce que tu aurais envie de nous donner un peu ton cliché qu'il y a autour des métiers? Est-ce que c'est une question d'image, par exemple? C'est quoi les images qui tournent autour de la tech? Bon, il y en a plein. Je vais laisser mes camarades, parce qu'on s'en donne à cœur joie sur les stéréotypes et stop clichés. L'homme blanc à capuche qui code. L'autre que j'aime bien aussi, c'est le hacker. Ouais. Donc là, c'est pareil, le hacker, quand on vous dit hacker, vous voyez quelqu'un un peu dans la pénombre qui est en train de pirater une carte bancaire ou de prendre du bitcoin pour acheter des armes sur le dark web. Le hacker, à l'origine, c'est vraiment, on pourrait dire, hacker égale informaticien, égale bidouilleur, égale c'est quelqu'un qui utilise la créativité pour résoudre un problème.
C'est ça un hacker. Donc en fait, il ne s'agit pas de pirater des cartes de crédit. Et donc tous les gens qui s'intéressent à la tech sont un peu des hackers parce qu'ils essaient d'utiliser les moyens créatifs de technologie, mais pour que ça serve à quelque chose. Parce que la technologie qui ne sert à rien, à part enrichir une poignée de gens en Californie, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, le hacker, je dirais le hacker, le sweat à capuche. Effectivement, je pense que quand on tape sur Google Images hacker, on voit que une image sombre avec une capuche. Voilà, ou alors on a, pour continuer sur le stéréotype, si vous tapez hacker fille, ça faites-le aussi. La figure des filles hackers, elles sont toutes pareilles. Elles sont souvent lesbiennes, tatouées, piercées, avec des cheveux de couleur. Donc asociales, voilà. Donc souvent elles ont eu des problèmes dans leur sexualité étant jeunes. Enfin, on est dans le stéréotype complet. Donc ça peut être Trinity dans Matrix, ça peut être la hackeuse dans Millennium. Donc voilà. Donc non, les hackeuses, moi j'en connais plein. Très masculines, elles ont toutes les couleurs, tous les âges, tous les. Ouais, moi pour l'anecdote, dans mon ancienne boîte. Donc, on avait un groupe de corporate hackers et j'étais corporate hacker. Donc vous voyez, ça, voilà. Donc en fait, et donc en fait le corporate hacker, c'est on arrive et on veut changer le process, on a des nouvelles idées et on dit ouais on a toujours fait comme ça, mais en fait ce serait bien si on faisait aussi comme ça quoi. Donc voilà, c'est pas forcément un homme avec une capuche noire qui va hacker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon comme cliché il faut être bon en maths. Enfin, moi, celui-là, je l'aime bien parce que c'est pas vrai. Donc, moi, jusqu'à très très longtemps, je pensais que j'étais nulle en maths, puisque ma prof de 4e avait convoqué mes parents pour leur dire que j'étais nulle en maths et que donc, j'allais pas vraiment réussir dans la vie. Donc voilà. Mais par contre, j'adorais les chiffres, ce que je disais. Je suis une passionnée d'économie et de tout ce qui est statistique. Donc j'ai laissé tomber les maths parce que la prof m'a dit que j'étais nulle en maths, mais par contre j'ai bossé sur d'autres choses, mais j'ai toujours été, je pense, geek parce que je jouais à la console vidéo très très souvent, je faisais des montages vidéo avec 2 magnétoscopes, donc en fait je mettais les magnétoscopes l'un sur l'autre et c'est là que j'ai fait mes premières vidéos. Je devais avoir 12 ans, j'étais toujours en train de tout défaire, et puis j'étais la préposée à tout ce qui touchait à la technologie dans l'enceinte familiale. Donc, dès qu'il y avait un problème, mes parents, c'est moi qui les appelais. Donc voilà, et après j'ai toujours eu des idées d'application, et donc même si j'ai jamais poussé sur les maths, j'ai fait un bac éco et après j'ai fait une fac de droit, un master en ressources humaines, j'ai codé mon premier site internet pour mon association étudiante en 2000 en faisant du copier-coller de sources de code. Et en fait, pour moi, c'était que de la logique. Et en fait, c'était juste comme apprendre une langue, la copier-coller, trouver les bons morceaux, les mettre les uns à côté des autres et les assembler. Et donc, il ne faut pas forcément faire un bac S et avoir fait des études de maths pour faire des métiers de la tech. Peut-être plutôt des études de langue. Voilà, oui, de toute façon, on dit apprendre une langue. Donc, Sandrine, est-ce que toi, tu as un cliché qui traîne il faut être jeune pour être dans le digital. Bon, alors moi, c'est bon, j'ai passé... je suis plus que senior plus, et j'y suis encore, et je pense que je finirai ma carrière 77 ans, peut-être, sur le sujet. Pour revenir au sujet, quand même, des maths aussi, et puis, alors... Moi, j'ai fait quand même une C à l'époque, on disait ça, vous voyez, donc c'est avant S, etc. Et en fait, effectivement, c'est pas du tout ça. Le code, c'est une logique. Alors, je donne juste la phrase qu'il faut connaître. D'ailleurs, c'est une femme c'est Grace Hopper qui a remplacé les 01, 01 que vous voyez tout le temps. En général, quand on parle numérique, c'est 01, 01. C'est le langage binaire que personne n'utilise. Vous l'apprenez 1 heure. La phrase, c'est if, then, else. Donc, c'est if, c'est ici. Il fait beau. Then, je mets mes tongs, else, je prends un parapluie. Et en fait, un algorithme et un code, le code, c'est un enchaînement de ce type de phrases. Et effectivement, c'est les linguistes qui sont sûrement les meilleurs, c'est une langue. Et puis, deuxième chose aussi, quand même, j'ai découvert en fait, que j'avais une intelligence visuelle quand j'ai commencé à faire de l'informatique. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous créez un service, vous le créez pour quelqu'un. En fait, on a l'impression que c'est la tech pour la tech et qu'on parle à des robots. Non, on parle à une personne. Et donc, ceux qui sont très recherchés, c'est ce qu'on appelle les ergonomes ou les UX designers, l'expérience utilisateur. Et eux, leur journée, qu'est-ce qu'ils font en fait ? Ils ont des feuilles blanches où il y a un dessin, c'est le smartphone.
Et il y a les boutons, donc je clique là, ça va là, etc. Et le mur, il est juste rempli de feuilles de dessin, en fait, de dessin du smartphone. Et moi, j'ai adoré aussi faire tout ce qui était schéma de base de données. Alors ça paraîtrait schéma de base de données. En fait, ce n'est que du visuel. Donc je vous donne juste un exemple et je termine là-dessus. Donc par exemple, je travaille sur une banque. En fait, je vais dessiner un rectangle qui va s'appeler client. C'est mon premier rectangle. Après, je fais un deuxième rectangle, puis c'est le compte bancaire. Puis je fais un troisième rectangle, puis c'est l'agence. Et en fait, je vais créer des liens en disant il y a un client avec une flèche vers un compte, vers une flèche dans une agence. Donc en fait, un schéma de base de données, c'est absolument pas très complexe au sens... Et en fait, il faut avoir une bonne modélisation. Il faut aimer avoir des rectangles et des flèches. Donc c'est quelque chose, franchement, qui est... voilà. Donc l'intelligence visuelle, c'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école. Et on va apprendre des mathématiques qui sont géniaux si vous les trouvez comme des énigmes. Et dans ce que tu disais, Solène, le principal, c'est de pouvoir, c'est aimer résoudre des problèmes, en fait. Et nous, enfin, je sais pas, je pense que toute la journée, vous résolvez des problèmes. Et vous essayez de trouver la meilleure solution. Et en plus, quand on est ensemble, avec celui qui sait bien dessiner, puis celui qui aime les chiffres, parce que moi, j'ai horreur d'Excel, on va faire quelque chose ensemble et on va trouver une solution pour qui ? Pour une personne. Donc, voilà, c'est ça qui me plaît dans cette déconstruction. Oui. Peut-être juste pour revenir sur cette histoire de maths, il y a un rapprochement à faire entre la difficulté qu'on associe aux maths. On se dit c'est difficile, donc on se dit le code aussi c'est difficile. C'est cette espèce de barrière en fait qu'il y a aussi derrière tout ça, une espèce d'incompétence innée, quoi. Quelque chose qui serait... Je pense qu'à l'école, on apprend les maths de manière très théorique. Enfin, bon, après, il y en a qui... Voilà. Et quand c'est très théorique, on n'en voit pas forcément le sens et ça devient ardu. Puis peut-être qu'en France, on a ce côté, quand c'est ardu, c'est bien. Enfin, je sais pas. Alors qu'en fait, il faut arriver avec un regard presque d'enfant. Oui, les mathématiques, ça peut être sympa si c'est dans cette recherche d'énigmes pour craquer un problème. Et en fait, quand même, quand vous arrivez en entreprise, alors je parle pas si vous faites de la recherche, hein, bon là, mais en entreprise, on est très concret, on est très dans l'opérationnel, dans très l'utilité, on est très dans... Moi, ce que j'aime dans l'informatique, c'est que pour moi, j'aimais ce côté artisan presque. C'est-à-dire, on crée un service, on part de rien. C'est tangible, c'est pas du tout théorique. Et oui, ce côté mathématique, c'est dur et il faut souffrir. Non, c'est hyper ludique. Enfin, c'est hyper ludique, hyper valorisant parce que comme c'est concret, bah, vous voyez, c'est comme une recette de cuisine. Hein, et quand vous faites votre recette, vous êtes heureux d'avoir réalisé quelque chose. Dorothée, est-ce que tu as toi aussi un cliché, peut-être en termes de formation, par exemple ? Ouais, moi le cliché auquel je pensais, et ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit sur les freins à l'orientation, c'était ce cliché qui concerne les filles et les femmes, qui dirait que en fait cette sous-représentation des femmes dans l'informatique et le numérique, c'est parce que il faudrait qu'elles osent plus. Et en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que on a toutes ici tous envie qu'il y ait plus de femmes et plus de filles, et donc du coup on a des discours qui sont des discours volontaristes, incitatifs pour les filles et les femmes. Le corollaire de ce discours qu'on tient aussi chez Bicomtech et qui est indispensable, c'est que ça donne à penser que c'est de leur fait, en fait, puisque la solution c'est que les filles et les femmes elles y aillent. C'est de leur responsabilité qu'elles n'y aillent pas, et donc en fait c'est parce qu'elles n'osent pas, parce que les filles sont timorées, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, parce que ceci, parce que cela. Et moi c'est aussi ce cliché que j'essaie de déconstruire, notamment en reprenant les chiffres, tu en as mentionné certains, je vous en ai amené quelques-uns qui sont alarmants sur comment est-ce que les filles finalement subissent des freins de la part de leur environnement proche, qu'il s'agisse de leurs parents, de l'institution scolaire. Et donc, le problème, c'est pas les filles. Le problème, c'est tous les discours qui sont produits, tous les freins, toutes les barrières et toutes les situations ensuite auxquelles elles peuvent faire face, qui sont beaucoup plus graves, de harcèlement, de discrimination, etc. Donc c'était ça. Et pour vous partager juste quelques chiffres qui sont quand même particulièrement saisissants, comme tu le disais, il y a seulement 33% des filles qui sont encouragées vers le numérique quand il y en a plus de 61% de garçons. Donc là, il y a quand même vraiment un chiffre qui explique
très nettement pourquoi plus de garçons y vont et beaucoup moins de filles. Et la place des parents dans l'orientation est vraiment fondamentale. Et c'est pareil, l'institution scolaire, il y a une étude qui va sortir, que je vous invite toutes et tous à lire, qui est par le Centre Hubertine-Auclair, qui suit avec l'agence phare, qui est une étude sur 3 ans sur les décisions des lycéens et des lycéennes pour leur orientation. Et au niveau des lycées, c'est comme pareil après dans l'entreprise ou dans les écoles, il y a un discours qui dirait mais en fait c'est les filles qui osent pas, nous on n'y peut rien, on arrive trop tard, etc. Et en fait non, cette étude elle montre que l'institution scolaire renforce effectivement des choses dont elles héritent, mais que les enseignants sont actifs. Et les enseignants, les CPE, tu parlais des CIO tout à l'heure, enfin, en fait, il y a vraiment des freins qui sont pas du fait des filles. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est vrai qu'il y a un mot qui ressort souvent, c'est l'autocensure. On a tendance à parler tout le temps, les femmes s'autocensurent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Isabelle Collet qui parle de censure sociale. Ouais. C'est effectivement... C'est déplacer un petit peu le zoom de la responsabilité, et je pense que c'est important aussi de le faire, parce que sinon on est aussi sur un discours qui serait de dire allez-y, mais franchement si vous n'allez pas, vous n'avez pas bien compris. Hein. Beaucoup de pression. Et puis c'est très culpabilisant, je trouve. Est-ce que vous aussi, vous avez peut-être des clichés qui vous viennent ? Est-ce que vous avez envie de nous les partager ? Ça serait vraiment intéressant de vous entendre peut-être... énormément peut-être de stéréotypes, d'images. Est-ce que vous avez envie de nous en partager un ? On peut vous faire passer un micro ou pas forcément. Bon, on a peut-être... Oui ? Ouais. Merci. Bonjour. Au départ, moi, je suis électrotechnicien et j'ai été formé en nanotechnologie par une femme. Et on l'avait mise à la formation parce qu'elle était une femme. Et je vais être franc avec vous, de toute ma carrière en tant qu'électrotechnicien, c'est la meilleure électrotechnicienne avec qui j'ai bossé. Et j'ai bossé sur 5 continents. Quand je lui en ai parlé une fois, je lui ai dit, parce qu'on est toujours en contact aujourd'hui, je lui ai dit c'est fort dommage qu'on te limite dans la boîte où j'étais au départ à la formation, parce qu'en fait tu pourrais apporter beaucoup plus. Et elle a rigolé, elle m'a juste dit ça, elle m'a dit l'essentiel c'est pas d'être doué, c'est d'être entendu. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être réagir à ça ? Est-ce qu'il y a encore d'autres peut-être stéréotypes qui vous viennent ? Bon, sinon, on va peut-être poursuivre sur qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que ça, c'est vraiment aussi un peu le mantra de Digital Ladies Analyze, c'est l'action, le call to action. Est-ce que vous auriez un call to action ? Solène, vas-y. Le call to action, c'est venez nous voir à Vivatech parce qu'on a préparé vraiment beaucoup d'ateliers. On ne va pas travailler que sur la tech et le code. On va aussi faire des ateliers pour mettre en avant ses compétences, savoir se vendre. On va faire un atelier en partenariat notamment avec Manpower sur parce que il faut se former, mais après s'être formé, il faut quand même arriver à avoir un emploi. Donc on va travailler là-dessus. On va travailler sur les soft skills, donc comment les valoriser en entretien et aussi au sein du job, parce que je pense que les métiers de la tech demandent d'avoir énormément de soft skills et donc on va avoir des ateliers là-dessus. Je vous invite également, si déjà vous commencez à travailler dans la tech, même si vous êtes étudiante, on a un site sur lequel vous pouvez mettre votre photo parce qu'on a une photo où on aimerait arriver à 1000. Je crois qu'on est à... le site c'est woogie.tech. On voudrait arriver à une photo de 1000 femmes de la tech pour montrer toute la diversité des femmes de la tech, que ce soit en termes d'âge ou même de culture. Et donc, vous pouvez mettre votre photo et faire partie de ce collectif Woogie Tech en étant sur le site. Et puis, comme le disait Sandrine, parlez-en, parce qu'il y a un vrai enjeu de société derrière. On vous a donné plein d'exemples. C'est pas normal que des femmes, elles aient pas des prêts parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un algorithme et qui pense que c'est plus compliqué de prêter de l'argent à une femme qu'à un homme, etc. C'est dans notre quotidien partout. Donc en fait, il faut en parler. Frédéric, est-ce que tu aurais un call to action Vivatech ?
Vivatech, c'est sûr, mais après, c'est ce qu'on a dit tous, il faut rentrer dedans. Donc il faut aller sur YouTube, il faut regarder les métiers. Des métiers, je ne sais plus combien ont été quantifiés, mais il y a plus de 200 métiers différents dans le monde du numérique minimum. Et donc il y a des métiers complètement inattendus. Hier, j'ai interviewé quelqu'un qui est dans le domaine de la réalité virtuelle. Vous savez, ces casques-là, on voit sur cette installation-là. Donc dans le domaine de la réalité virtuelle, du métavers, j'ai découvert 10 métiers différents. Et ce n'est pas des nouveaux métiers, c'est des façons de faire un autre métier qui intègrent ces technologies-là. Donc par exemple, si vous étiez dingue de cinéma et que vous dites « Ah bah dans le cinéma, je sais pas, il y a moins de métiers, il n'y a pas de place dans telle école, etc. » La manière de faire du cinéma pour les objets 3D de réalité virtuelle, elle est complètement différente. Et là, les gens sont prêts à payer très cher pour quelqu'un qui a compris comment cette technologie marche et qui fait de la production vidéo pour la VR. C'est vrai dans le monde du jeu vidéo. J'ai appris on cherchait presque plusieurs milliers de streamers, donc des gens qui font du streaming. Donc les gens qui font du streaming, ça a l'air super tech, mais en fait c'est des gens qui font de la vidéo en fait. En fait, la tech, c'est pas un secteur à part entière, elle est partout. Voilà, exactement. C'est transverse, quoi. C'est complètement transverse. Tous les domaines. Voilà, et vous pouvez partir soit d'une passion que vous avez, soit d'un métier que vous avez, et vous pouvez y rajouter de la tech. Et plus on rentre dedans, plus on se rend compte que c'est facile. Plus les masques tombent. Tous les gens qui vous disent qu'ils se sont des experts de la tech, il faut que ça vous allume une petite lumière rouge en disant « Oh là là, ça va pas ». Personne n'est expert de la tech. Ça évolue tous les jours. Il y a des millions de métiers différents. C'est une école d'humilité, le digital. Nous, ça fait presque 25 ans ou plus qu'on fait de la tech et on en apprend tous les jours. Donc, n'ayez pas de complexe par rapport à ça. C'est vraiment c'est open, en fait. Sandrine ? Moi, je continue mon parcours dans mon entreprise, puisque l'idée, c'est d'être concret maintenant. Hein. C'est pas juste démystifier, évangéliser, pardon. Donc BNP Paribas, du coup, suite à tout ce chemin, s'est engagé sur des objectifs concrets, c'est-à-dire d'embaucher plus 1000 femmes dans les métiers IT d'ici 2024. Hein, donc c'est vraiment demain. Et quand on a cet objectif-là, c'est toute l'entreprise qui doit bouger, avec ce que vous avez dit qui est extrêmement pertinent, c'est comment on les accueille, comment on les retient, comment on les valorise. Donc ça veut dire qu'aussi les femmes qui viennent dans l'entreprise doivent pouvoir évoluer, être reconnues. Il faut aussi avoir des objectifs sur le nombre de femmes justement managers et qui sont dans les comités de direction de tout ce qui concerne aussi l'IT. Donc c'est un grand mouvement et j'espère que grâce à ce collectif, qui est multiforme, d'autres entreprises nous soutiennent et que toutes ces bonnes pratiques qu'on partage ensemble en fait puissent voyager aussi dans les autres entreprises et qu'on y arrive tous ensemble parce que voilà, si on n'est pas tous ensemble, on ne va pas arriver à faire bouger les choses. Il y a déjà d'autres entreprises même qui vous ont joint. Hein. Oui, parce qu'on a fait des job dating multi-entreprises. Enfin, je ne sais pas expliquer tout ce qu'on fait depuis 4 ans, mais on a voulu faire des job dating multi-entreprises. Mais collectif, c'est-à-dire c'est pas parce que ça peut toujours aussi être un peu un frein d'aller voir un recruteur pour postuler. Donc on a organisé sous Teams des entreprises avec les managers qui expliquaient les postes. Et du coup, comme elles étaient ensemble, il y avait une quinzaine ou une trentaine de jeunes filles ou de femmes qui pouvaient poser des questions. Et ce qui était assez génial, c'est qu'on voyait les managers qui étaient prêts à faire pivoter leur poste. Parce qu'on disait moi je peux mais il me faut 2 jours de télétravail. Oui, très bien. Moi je cherche une alternance, alors vous proposez qu'un stage. Ok, je change le format. Donc il faut ces lieux, et c'est pour ça que Vivatech est important, ces lieux de rencontre entre les entreprises, évidemment les associations, parce que grâce aux associations il y a une écoute dans les entreprises et puis vous êtes sur le terrain tout le temps. Donc il faut continuer et être vraiment dans l'action, dans l'emploi. Les accueillir, les retenir, quelques années encore. Dorothée, est-ce que c'est quoi le mot de la fin ? Est-ce que ça serait devenir ambassadrice Bicomtech ? Oui, pourquoi pas, effectivement. D'ailleurs, vous pouvez venir nous rencontrer les ambassadrices, elles seront à Vivatech. Et puis, si vous souhaitez devenir une ambassadrice, c'est un parcours qui est ouvert donc aux filles de 14 à 17 ans. N'hésitez pas à leur en parler si vous en avez autour de vous, qui est gratuit. Et donc, sur le site de Bicomtech, vous pouvez vous inscrire ou conseiller aux filles autour de vous de s'y inscrire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour nos différents intervenants et intervenantes ? N'hésitez pas. Oui ? Merci.
Bonjour. Vous disiez vous inscrire, mais s'inscrire à quoi? Excusez-moi, on est arrivé un peu en retard. S'inscrire à Vivatech. Donc en fait, c'est le site www.vivatech.com, si je ne me trompe pas. Pardon, c'est quoi le site? Vivatech, VIVATECH.com. Et en fait, vous prenez un billet pour le samedi, qui est la journée grand public. Et donc, on aura un grand stand avec plein d'ateliers. D'accord, merci. Ouais, bien sûr. Et sinon, c'était Bicomtech. Oui, juste. Allez-y, après C'était le programme Jump in Tech, donc le programme d'initiation dont je parlais pour les adolescentes. Et effectivement, sur le site de Bicomtech, le petit logo qui est au-dessus de Frédéric, BECOMTECH, vous avez une page d'inscription, donc voilà, c'est possible aussi. C'est pour les ados. J'avais une question pour Sandrine, si je ne me trompe pas. Oui. C'est quoi le métier du coup d'alculturation digitale? Parce que dès le début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Voilà. En fait, l'idée, c'est ce qu'a dit Frédéric, c'est que en fait, la tech, ça change tout le temps. Et en fait, les métiers de demain, ils intègrent de la réalité virtuelle, ils intègrent ce qu'on appelle de la blockchain. Enfin, je peux vous faire, ils intègrent de la data, ils intègrent de l'intelligence artificielle. Bon, si je vous dis ça a l'impression d'être une montagne. Donc voilà. Donc, l'idée du départ, c'était mon idée, c'était comment j'aide mon voisin de bureau, qui pense d'ailleurs que la tech n'est pas pour lui, parce que même par exemple les juristes à une époque, il y a quelques années, disaient je fais de l'interne, ça ne m'intéresse pas le digital, mais en fait ce qu'a dit vraiment Frédéric, c'est que la tech c'est dans tous les métiers. Donc mon job, c'est une petite équipe d'ingénierie pédagogique, c'est qu'on est un peu des explorateurs, on va chercher ces nouvelles technologies et on transforme en se disant mais comment la blockchain peut être utile dans mon métier. Alors chez BNP Paribas, et ensuite on fait des ateliers de la même façon que là, on fait des ateliers entre midi et 2 avec des collègues qui viennent poser leurs questions et en fait on décrypte pour eux ces nouvelles tendances et qu'est-ce que ça va impacter dans leur métier au quotidien. Et on a même un compte, alors bon ça fait beaucoup d'informations, mais on a un compte Twitter qui s'appelle Enjoy Digit All. Et donc c'est la même équipe qui, pour partager nos trouvailles, notre veille, notre sélection, en fait, on publie aussi en externe. Et ça vous permet d'avoir une veille un peu digérée de personnes qui, c'est enjoy. Donc l'idée, c'est d'être toujours dans le plaisir d'apprendre. Vous aviez une remarque aussi? J'avais une remarque. En fait, il y a pas mal de choses que vous avez dit qui m'ont... ça fait écho chez moi parce que... Alors, pardon, j'ai oublié votre prénom, mais j'ai le même parcours que vous parce que j'ai fait des études de droit, je me suis orientée en ressources humaines et j'ai travaillé pendant 6 ans en recrutement. Je suis partie de mon travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle il y a 2 ans. Et je ne savais pas du tout, j'avais envie de faire autre chose, mais je ne savais pas du tout quoi. Et il y avait le confinement, la pandémie. Et je me suis remise à jouer aux jeux vidéo parce que j'ai aussi un environnement familial qui me l'a permis. J'ai 3 grands frères et puis j'avais redécouvert un jeu que j'aimais bien, mais c'était vraiment un titre de hobby. Et puis il m'avait dit en rigolant, si jamais tu veux faire plus sérieusement, je pourrais t'aider à monter ton PC. Donc j'ai monté mon PC grâce à l'aide de mon frère. Je me suis lancée dans le streaming, donc vous en avez parlé et je le fais toujours à titre de hobby, mais je me suis vraiment dit, tiens ça me plaît vraiment et je le fais de manière un peu plus sérieuse. Là ça fait... Là, j'ai toujours pas repris d'activité, donc je continue mes activités de streaming. Mais ça m'a permis aussi de découvrir d'autres activités qui me plaisaient parce que on crée vraiment tout ce qui est image sur Internet, on développe son réseau. J'ai créé mon serveur Discord, j'ai une fibre artistique, donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire du contenu graphique, donc quels outils? Et c'est comme ça que je me suis orientée vers... là, j'envisage de faire une formation en UX, UI, du coup, cette année. Et à la fois, vous avez des choses pertinentes et à la fois, je me dis, j'ai quand même de la chance dans ma famille. Personne ne m'a jamais dit « Ah non, c'est bête ce que tu fais ». Au contraire, j'étais plutôt soutenue. Mes parents ont du mal encore un peu à comprendre ce que c'est, mais ce que j'avais dit à mon père et ce qu'il a bien compris, c'est je lui dis « Mais en fait, moi, ça se trouve, le métier que je veux faire, il n'existe pas encore. » Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, ces métiers-là n'existaient pas. Après, je me dis que j'ai pas envie juste d'être prise parce que je suis une femme. Moi, par exemple, quand je joue, j'ai intégré une équipe. Alors, c'est une équipe de joueuses, de streameuses féminines, mais je veux pas juste me dire ok, je suis là, mais parce que je suis une femme. Je veux aussi être performante, qu'on me reconnaisse aussi parce que ce que je fais c'est bien. C'est vrai que il y a des avantages, tant mieux si on est soutenu pour ça. Mais c'était pour vous dire que heureusement c'est pas partout. Moi je me suis pas heurtée en tout cas à des clichés énormes en me disant zut, je me sens pas légitime. Après je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde.
Mais je me dis, c'est génial de dire qu'on peut se réorienter encore et que peut-être il faut réfléchir à ce qu'on a toujours aimé faire et ce qui nous parle vraiment. Parce que j'ai bien aimé mes études de droit, mais ça me manquait de créativité, ça me manquait un peu de... il me manquait toujours quelque chose. Et j'espère que... je pense que les témoignages et tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui ont vraiment conforté mon choix. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Merci beaucoup. Ouais. Pardon. Vous voulez parler ? À d'autres occasions, parce que c'est ouais. toujours très puissant en fait. Bonjour. Leur expérience et ça crée cette dynamique, ce groupe de nature. La réflexion sur le parcours, on n'y pense pas forcément. Maintenant, je me dis super, j'ai fait tout ça en même temps, mais c'est vrai sur le coup, Après, je vais faire un parallèle totalement, peut-être un peu large, mais il ne faut pas négliger le poids de son environnement. Donc c'est bien quand on a un environnement qui permet de changer, mais on s'aperçoit par exemple en ce moment qu'il y a énormément d'étudiants qui changent de métier et de filière au bout de 2-3 ans. Parce qu'on leur a dit « Ah maintenant, mais il faut que tu fasses telle école et tel machin » et en fait tout le monde va dans le même truc et puis en fait une fois qu'ils arrivent en entreprise, ils sont désespérés, ils trouvent ça nullissime, pas possible et du coup ils vont faire CAP pâtissier, boulanger, etc. parce qu'en fait c'est ce qu'ils voulaient faire, mais il y a le poids familial. Moi je vais vous faire un parallèle. Donc moi j'ai grandi avec un père qui a été pendant très très longtemps, qui est toujours mon rôle modèle. Et c'était un homme chef d'entreprise qui se levait à 5h du matin pour être au bureau à 6h30 et qui rentrait à 22h le soir. Et moi, j'ai commencé à télétravailler en 2009. Et quand j'ai dit à mon père « je vais aller télétravailler dans le sud de la France 2 jours par semaine », pour lui, je ne travaillais pas. C'était impensable pour lui, le télétravail et tout. Donc, pour lui, je n'allais plus avoir de carrière, je ne serais pas à côté de mon chef, il ne verrait pas ce que je fais, etc. Et donc, dans l'imaginaire de mon père, ce n'était pas un vrai travail que de télétravailler. Donc, il a fallu que je fasse tout un boulot. Et aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai télétravaillé de chez mes parents. Ça ne lui a posé aucun problème. Il lui a fallu un peu plus de 12 ans pour se dire que quand je travaillais de chez moi, je travaillais vraiment. Et c'est un peu pareil sur la tech. On est dans un environnement où on va avoir une famille et des parents qui vont nous dire « Non, mais c'est mieux de faire fac de droit » ou « Ah, mais c'est mieux de faire une grande école d'ingénieur » ou « Fais une prépa, c'est quand même mieux, machin ». Et avec c'est tout... c'est quand même mieux, c'est quand même mieux, c'est quand même mieux. On se retrouve avec un certain nombre de jeunes qui font des trucs pour faire plaisir à leur entourage et qui se mettent des barrières de dingue, quoi. Donc il faut aussi essayer de faire de la pédagogie vis-à-vis de notre entourage pour leur montrer les opportunités, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de nouveaux métiers et tout ce qui est nouveau, ça fait peur. D'où l'intérêt de s'adresser aux parents. Ouais. Je crois que vous vouliez aussi nous partager quelque chose. Oui, bonjour. En fait, du coup, c'est pareil, ça fait écho, le discours que j'entends, ça fait vraiment écho en moi. Dans le sens, personnellement, j'ai grandi dans l'informatique grâce à l'entreprise familiale. Et en 2013, j'avais participé à l'expérience 42 avec la piscine. J'ai toujours évolué dans le numérique. Et en fait, mes différentes expériences professionnelles m'ont amené aujourd'hui au poste, j'ai envie d'être Scrum Master. Et en fait, au moment où j'ai émis mon idée que en fait, c'est le poste de Scrum Master qui est fait pour moi, parce que j'avais testé auprès d'une jeune entreprise qui s'est créée, tout le monde m'a dit « Oh là, non, mais en fait, pour faire ce poste-là, il faut absolument que tu maîtrises au moins un langage et que tu sois développeur, parce que sinon, tu ne vas rien comprendre au développement du logiciel. » J'ai dit « Ben non, parce que j'ai accompagné pendant 1 an des développeurs dans le développement de logiciels. Le logiciel, il est aujourd'hui sorti et j'étais vraiment derrière les équipes et j'ai fait ce poste et en aucun moment, le fait de ne pas maîtriser un langage a été un frein. »
Et en fait, c'était si j'avais écouté des professionnels sur LinkedIn, un événement dédié à la formation au métier, en fait, je me serais arrêtée. Mais c'est tout simplement par rapport aux expériences que j'avais faites jusque-là et le fait, justement, je savais que j'ai les soft skills, justement, pour ce métier-là, qui ont fait que je continue. Et aujourd'hui, je passe des entretiens et en fait, on me propose, la plupart du temps, les recruteurs me proposent le poste de product owner, qui est, si on veut, au niveau de l'échelle, est au-dessus, parce que j'ai une vision produit, très axée produit. Et en fait, c'est juste pour montrer, même si je n'ai pas encore le poste officiellement de Scrum Master, c'est juste si vous avez envie, vous voyez qu'il y a un métier qui vous parle, vous sentez que c'est vraiment ça qui est fait pour vous, n'hésitez pas, foncez. Et après, aujourd'hui, les langages, etc., on peut apprendre très facilement avec les réseaux, les communautés, les Discord. Je suis dans un Discord Python, donc osez et testez chez vous si vous le pouvez pour y aller. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont être en mode négatif, mais il ne faut pas les écouter forcément. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu voulais réagir, Frédéric? Oui. Moi, je suis en train de me former actuellement à 50 ans à la programmation. Et je voulais avoir votre avis très honnête sur la reconversion, sur la possibilité de démarrer une carrière de senior, en fait, à mon âge, quoi, en fait. sur votre avis sur les seniors. Oui, parce que moi je suis senior plus. Et j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter, de me causer. Enfin, bon, voilà, c'est des étiquettes. Alors. Senior, ça commence à 45 ans non, mais pour Pôle emploi. Là, franchement, heureusement que je me suis jamais dit que j'étais senior ou quoi que ce soit, parce que. Alors, je donne l'exemple de BNP Paribas, justement, dans la dynamique de recruter plus 1000 femmes dans l'IT. En fait, l'idée, c'est vraiment de convaincre des collaboratrices, enfin d'accueillir des collaboratrices de tout âge. Parce qu'en fait, on a besoin de vous là, maintenant, en fait. Et en fait, le sujet, c'est vraiment le message. Moi, je rejoins vraiment ce qu'a dit Dorothée. Hein. C'est pas dire « Oh, allez-y, vous devez oser ». Non, c'est nous, entreprises, qui devons absolument affirmer, mais welcome, quoi. On vous attend. Enfin, vous êtes attendus, vous êtes demandés, on a besoin de vous. Et nous, on a vraiment un sujet, c'est qu'on a besoin de vous maintenant. Je veux dire, il y a des dizaines de milliers de postes non pourvus dans les métiers du numérique. Je crois qu'aux États-Unis, en 2025, ça va être 2 millions de postes non pourvus. En Europe, c'est 1 million de postes non pourvus. La guerre des talents, elle est là. Alors, il y a ce stéréotype de l'âge. Mais franchement, j'allais dire, profitons-en. Le marché de l'emploi est tellement en tension que franchement, même moi, c'est fou. Ils ont besoin de gens qui connaissent le COBOL. Moi, j'ai commencé avec le COBOL il y a 30 ans, mais je suis un profil hyper recherché. Donc, en tout cas, alors c'est vrai que pour les collaboratrices qui sont déjà dans l'entreprise, je dirais à 200%, allez-y, parce qu'on propose des parcours de formation de 2 mois, 3 mois, voire jusqu'à 18 mois pour complètement changer. Enfin, moi, j'ai des collaboratrices qui sont venues à nos événements, qui travaillaient en agence bancaire et qui sont devenues data analystes. Enfin bon, c'est fou, en 1 an. Alors après, je sais que c'est plus difficile quand on est peut-être en recherche d'emploi, qu'il faut rentrer dans l'entreprise, c'est sûrement plus difficile. Mais il me semble en tout cas que d'abord c'est une super formation le code, même si on ne code pas après, c'est une super formation qui vous permet aussi d'envisager d'autres choses. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Frédéric. Non, juste dire, nous on a 15% de gens qui ont plus de 45 ans, donc ça fait des milliers de personnes par an qui se reconvertissent sur les métiers de la programmation. Et en fait, votre âge, c'est aussi une valeur ajoutée pour l'employeur, parce qu'au lieu d'être seulement un développeur ou une développeuse junior, vous êtes une développeuse junior avec 20 ans d'expérience, avec les soft skills, avec un autre métier, une autre expérience. Et donc ça, en fait, pour un employeur, je vais être très cynique, au prix d'une développeuse junior, j'ai une personne qui a 20 ans d'expérience et qui code. Donc moi, je vois pas de problème. Au contraire, bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Merci à vous 4. Merci à vous toutes et merci tous. Sophie. Et puis on peut-être...